Bonjour, précieuses femmes de valeur. Bonjour, précieux hommes de valeur. Encore une fois de plus, bienvenue sur le plateau de Leadership Excellence pour femmes, par femme talk show. Ce matin, nous avons l'immense plaisir d'avoir un précieux homme de valeur avec nous. Et comme moi, à titre de rappel, je l'avais dit plusieurs fois, le Leadership Excellence par femme n'est pas seulement pour les dames, pour les femmes, mais aussi pour nos hommes, nos frères, nos maris, nos tontons, sans lesquels nous ne pouvons pas vraiment accomplir tout ce que Dieu nous a créé pour accomplir. Donc, nous avons le plaisir d'avoir comme invité ce matin Monsieur Sunday Alabi. Dans quelques instants, je vais lui laisser l'opportunité de se présenter. Ce matin, nous sommes là pour débattre sur un sujet qui est en train de devenir vraiment problématique. Problématique dans le sens où la personne à l'autre bout qui subit cela, en fait, se sent à un certain niveau dépassé, débordé et n'a d'autre recours que parfois que de couper le contact ou les relations. Et dans ce sens-là, j'ai été à plusieurs personnes. Moi-même, j'ai vécu beaucoup de situations dans ce genre et cela m'avait vraiment amené à me dire que c'est essentiel que ce matin, nous venons pour parler de ce problème. S'il y a un problème, essayer de l'éviter ne va pas résoudre cela parce que ce sera toujours là. Donc, le mieux, c'est que nous venons ensemble, vraiment d'un seul accord pour parler de ce problème, pour analyser en fait qu'est-ce qui crée ces problèmes-là et quelles sont les solutions et les vérités que nous pouvons nous dire afin de pouvoir sauvegarder les relations de famille, les relations d'amis et même les relations avec les inconnus. Parce que moi, c'est ma philosophie. Hein. Dans la vie, toute personne qui vient dans ta vie, c'est pour soit une saison ou bien pour tout le restant de la vie. Mais que ce soit pour une saison ou que ce soit pour le restant de la vie, il est essentiel que nous ayons, aux États-Unis, nous appelons cela des boundaries, c'est-à-dire des limites que chacun de nous doit pouvoir respecter afin que la relation devienne saine et qu'elle puisse être continuelle. Donc, le débat de ce matin, c'est sur les demandes incessantes d'argent de la famille, d'amis et d'inconnus et leurs effets. Sans plus tarder, je vais dire bonjour et bienvenue à notre invité du jour, Monsieur Sunday Alabi. Bonjour, Monsieur Sunday. Bonjour, comment vous allez, Ça va Madame très bien Roy? chez vous? Ça va? Oui, ça va, merci. Merci pour votre invitation. Je tiens à préciser que Monsieur Sunday, mon mari et moi, nous le connaissons par les réseaux sociaux, mais je sais qu'un jour, nous pourrons nous rencontrer. Lui, il est basé en Floride et nous au Texas, mais nous sommes connectés depuis, je pense, 4, 5 ans. 4, 5 ans à peu près, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de l'avoir sur le plateau. Monsieur Sunday, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel genre de leader vous êtes? OK, ben, je m'appelle Sandé Alabi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, spécialement à Abidjan, à Djamé. Shout out to everyone there. Et bon, du coup, je suis arrivé aux États-Unis depuis quelques années maintenant et je travaille dans le management. Ça fait bientôt une quinzaine d'années que je suis dans le management. En quel genre de leader je suis? Je suis plutôt un leader coach. Le leader coach a tendance à mettre l'accent sur la croissance et le développement de l'employé. Ce leader recherche des forces de chaque membre de l'équipe et trouve des moyens de maintenir, de maximiser ces forces à profit de l'entreprise, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, du coup, c'est comme une équipe de football. Donc, du coup, le genre de leader que je suis, c'est m'assurer que les attaquants, les défenseurs, quand je me focalise sur un attaquant, je me focalise sur le défenseur et puis continuer de les build, comme on le dit, et pour pouvoir former toute une équipe au profit de la compagnie. Donc, c'est ce genre de leader-là que je suis, donc leader coach. Merci beaucoup pour cette clarification. Et je sais que durant le talk show, vous allez nous parler un peu plus de cela parce que je pense que c'était dimanche passé, on a eu à discuter au téléphone. J'ai été vraiment impressionnée par votre parcours. Donc, je sais que nos téléspectateurs aussi vont beaucoup apprendre ce matin. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute justement des demandes incessantes d'argent de nos membres de famille, d'amis et d'inconnus.
Quelle est votre expérience par rapport à ce sujet-là? Euh, Déjà, c'est le truc. Mais pour quelqu'un comme moi, je suis là, ça fait très longtemps que je suis aux États-Unis. Donc, du coup, au fil des années, c'est des trucs que j'ai eu, c'est des expériences que j'ai vécues au fil des années. Il y a beaucoup qui m'ont saoulé parmi ces expériences-là. Et plusieurs fois, j'ai fermé le téléphone. Et parce que, imagine-toi, tu es en train de galérer toi-même ici, aux États-Unis, et pendant que tu n'arrives même pas à payer ton loyer, et pendant que tu es en train de souffrir pour pouvoir payer ton loyer, et on t'appelle, on te demande, OK, j'ai besoin d'argent pour pouvoir faire l'anniversaire de mon fils. J'ai besoin d'argent pour pouvoir faire le mariage de mon neveu, des trucs bidons comme ça. Donc, du coup, ça nous amène donc malheureusement à pouvoir fermer ces personnes-là. C'est juste de le dire ainsi, à pouvoir fermer ces personnes-là. Mais si avant même d'entrer dans ça, je pourrais te dire que c'est le champ, hein, que généralement, ces problèmes à l'origine, nos parents, nos mères et nos pères, à l'origine, nous appellent pour les problèmes de nourriture, les problèmes de loyer, les problèmes d'éducation, les problèmes de médicaments, ainsi de suite. Et quand c'est juste ces quatre aspects-là, les membres de nos familles nous appellent pour ces quatre aspects-là, on essaie de faire nos sacrifices pour pouvoir les aider. Donc maintenant, les inconnus t'appellent. Ça change carrément la dynamique. Quand les inconnus t'appellent pour des histoires de parrainer un anniversaire, des trucs aussi bidons que ça, parce qu'ils ont trop de temps ils ont beaucoup de temps dans leurs mains. Donc, du coup, ils se permettent de, you know. Bref, voilà, voilà un peu quoi. Yeah, yeah. Je suis vraiment contente et comme je l'ai dit, hein, aujourd'hui c'est un débat cru. C'est un débat cru qui va faire mal, mais je pense que c'est un mal nécessaire afin que chacun se réévalue et qu'on puisse savoir comment est-ce que nous allons continuer la relation. Vous l'avez dit tout à l'heure, à commencer d'abord par les familles. Vous avez parlé des parents directs, c'est-à-dire les parents. Maman, papa et les frères et sœurs. Voilà. Mais quand je dis parents aussi, je vais dire directement d'abord le père et la mère. Maintenant, ça descend au niveau des frères et sœurs, des tantes, des cousines. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé de ça tout à l'heure, M. Sondé. Beaucoup ne connaissent pas nos réalités et nous allons vraiment discuter de ça tout à l'heure. Tu es là et tu dors et tu as des appels. Et ce qui est vraiment désagréable c'est le fait que parfois, en une semaine, tu peux recevoir au moins 10 à 20 de différentes personnes. Ouais. Et donc, à un moment, en tant qu'être humain, tu te poses des questions parce que vous avez parlé de ça tout à l'heure. C'est des sacrifices que nous faisons. Mais jusqu'à quel niveau on peut faire des sacrifices? Ouais. Jusqu'à quel niveau on peut satisfaire 10, 20 personnes par semaine? Je ne suis pas en train de parler de temps en temps. Non, non, non. C'est par semaine. Donc, je vais en fait maintenant qu'on parle du fait que ce n'est pas une seule fois que ces demandes-là se passent, c'est répétitif. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, c'est de là que vient le problème. Si quelqu'un s'adresse à toi pour te demander de l'aide une fois, bon, écoute, tu peux te dire, bon, écoute, je vais faire des sacrifices par rapport à certaines de mes factures ou ceci et cela. Mais c'est les mêmes personnes en général qui reviennent encore et encore et encore. Quel est votre avis par rapport Mon avis par rapport à ça, et non seulement au fil des années, moi j'ai fermé mon téléphone plusieurs fois. C'est des trucs qui ont fini par m'irriter. J'ai fini par me fâcher vis-à-vis de ça à plusieurs reprises. Et ce qui m'énerve le plus, c'est quand certains te disent la vie est un cercle, la vie tourne. OK? Ils ne voient pas ce que tu traverses ici et tu leur dis, OK, actuellement, je n'ai pas les moyens actuellement de pouvoir t'aider. Et il y a certains qui te sortent, ouais, merci, mais sache seulement que la vie tourne ou la vie est un cercle. Comme on le dit à Abidjan, hein, même si la vie est un carré, je n'ai pas besoin de te donner. Si j'en ai pas, j'en ai pas. You know? Et souvent, tu es obligé d'être tu te vois être insolent, impoli vis-à-vis de ces personnes-là parce que ces personnes-là t'irritent vis-à-vis de leurs commentaires quand tu leur dis non, que tu n'en as pas. Ils ne comprennent pas. Ils se disent ouais, que tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es en Europe.
OK? Tu es en Europe ou tu es aux États-Unis. Donc, du coup, ils ne comprennent pas que souvent que tu as des problèmes à toi aussi. Ils ne veulent pas comprendre ça. Ça, ce n'est pas leur affaire. You know? Et ça saoule généralement. You know? Yeah. Et voilà quoi. Je suis totalement d'accord avec vous, hein. Ça, c'est du côté des amis et bon, les inconnus, on va parler de ça. Maintenant, il y a un aspect vraiment qui moi, me choque tout le temps, c'est le côté de la famille. Certains membres de famille se permettent même de te maudire ou de te souhaiter un mauvais sort parce que tu les as plus aidés ou parce que tu n'envoies plus de l'argent. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Moi, généralement, voilà ce que je dis. Ils ne sont pas Dieu. OK? Dieu seul qui est le suprême. Dieu connaît nos poches et Dieu sait ce qu'on a, ce qu'on est en train de traverser. Et de cette même manière, Dieu qui sait que c'est aussi chaud sur nous, Dieu va te protéger vis-à-vis, parce que Dieu te protégera vis-à-vis de toute injustice. Et ça, je crois à ça fermement. Euh, si tu n'as pas, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. OK? Ils peuvent te maudire comme ils veulent. Dieu ne va pas laisser ces malédictions-là te toucher parce que Dieu même sait que c'est de façon honnête, tu leur as répondu que tu n'as pas. Et quand tu n'as pas, tu n'as pas. Et ils peuvent te maudire comme ils veulent. Et moi, dans mon cas, je dis toujours, non, je m'en fous. Et parce que Dieu connaît ma poche. Dieu sait ce que je suis en train de traverser. Et donc, quand je te dis que je n'en ai pas actuellement, et si tu ne veux pas comprendre, c'est ton affaire. OK? Je leur sors ça carrément. Ou généralement, et après ça, généralement, je les bloque. Donc, je bloque. En même temps, je les bloque facilement. Tu vois, je te fais comprendre que voilà, que j'ai des problèmes aussi actuellement. J'ai des problèmes à moi. J'ai mes enfants que je dois mettre à l'école. Mes enfants sont à l'université, donc je dois m'occuper. Donc, du coup, et toi, tu es assis, toi, tu veux, parce que tu vas aller en vacances, tu veux quitter Abidjan, tu vas aller à Soubré, donc tu as besoin d'argent de transport. Et moi, je suis en train de chercher à payer mon loyer. Et toi, tu as besoin de transport pour aller à Soubré, pour aller en vacances, pour aller à une fête de génération. Donc, c'est pas, nos problèmes ne sont pas les mêmes. Donc, sur cette base-là, je dis, tu peux me maudire comme tu veux. Dieu connaît ma poche. Dieu sait ce que je suis en train de traverser ici aux États-Unis. Donc, franchement, je m'en fous. Vas-y avec les malédictions, je m'en fous. Parce que je sais que je suis chrétien, je sais que Dieu ne va pas me lâcher parce que toi, tu me maudis parce que je ne te donne pas. Yeah, yeah. Et vous savez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous les bloquer. Parce qu'en fait, ça me fait un peu rigoler parce que ce que j'ai constaté, quand ils viennent, par exemple, pour la énième fois pour demander de l'argent, et le jour où tu dis que, bon, écoute, je n'en ai pas, je suis serré, ils vont attendre juste quelques jours, hein, quelques semaines, et ils reviennent avec un autre problème. Voilà. Ils reviennent avec un autre problème. Donc, ça fait qu'à un moment, tu te poses la question, mais je ne comprends pas. Ça devient en fait un harcèlement. Certains ne comprennent pas cela parce qu'ils pensent que, oui, bon, écoute, je t'ai demandé il y a un mois, bon, si je te redemande encore, où est le problème? Ça fait quoi? Ouais. Quoi? J'ai eu certains qui m'ont dit ça ou qui m'ont répondu du genre, oh, le fait que tu dises que je t'ai demandé de l'argent plusieurs fois, que c'est un harcèlement, c'est trop fort. Donc, je vois que vous êtes allé vraiment à l'extrême de carrément les couper. Moi, dans mon contexte à moi, je donne toujours cette chance à cette personne. Parce que je me dis que il y a toujours la possibilité pour que la personne change. J'ai eu des cas où, en fait, des inconnus parfaits, hein, avec lesquels on est devenu amis sur Facebook le matin, mais la nuit à 1 heure du matin, la personne me parlait déjà de tous ses problèmes du monde en me demandant de l'argent. Et Et moi, par exemple, ces personnes-là, par exemple, moi, je les bloque. Mais je connais, je viens de t'accepter comme ami sur les réseaux sociaux. Et les prochaines conversations qu'on a, c'est tu commences à me parler de tes problèmes. Et quand tu commences à me parler de tes problèmes, je te bloque. La raison pour laquelle je te bloque, parce que si je veux commencer à étaler mes problèmes à moi, mais on va y rester toute la journée. Donc, du coup, quand je sais où tu es en train d'aller, je te bloque en même temps, je n'ai pas besoin d'être ami avec toi comme ça. Au moins, prends le temps. On se connaît, ça fait seulement qu'un jour ou deux. Au moins, prends le temps. Laisse-moi te connaître d'abord avant de commencer à m'envoyer des demandes de j'ai besoin de parrainage, j'ai mon fils qui est malade. Je comprends qu'on est tout, même Jésus, à un moment donné, même Jésus a pleuré sur une épaule.
Tu vois un peu. Donc, c'est normal que tu pleures sur une épaule, sur mon épaule, et ça, je comprends. Mais quand on approche, on montre qu'il y a un agenda derrière cette demande-là, derrière cette conversation-là, quand il y a un agenda, sur le champ, moi, je reste sur le qui-vive. OK? Je me protège en même temps. La seule manière de me protéger de toi, c'est de te bloquer parce qu'on vient de se connaître. Donc, je te bloque, je t'enlève comme ami, je te bloque carrément. Yeah, yeah, yeah. Et je suis sûre que vous n'êtes pas arrivé à ce stade extrême de bloquer sur le champ. Ça a pris des années. Ça a pris des années. Et je suis en fait dans le même stade. Il y a certains que j'ai carrément bloqués. Il y a d'autres parce que je peux voir au-delà de cette demande-là qu'il la personne a vraiment une certaine grandeur. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que elle fait l'erreur de demander, surtout quand c'est une dame, une jeune dame, en tant que maman, en tant que leader et surtout CEO de Leadership Excellence pour femmes par femme, quand c'est les jeunes dames, je fais beaucoup attention pour ne pas les bloquer sur le champ parce que je me dis, c'est une opportunité pour moi de les former, de leur faire comprendre que je ne sais pas pourquoi est-ce que tu te rabaisses jusqu'à ce niveau-ci. Le cas que j'ai eu il y a 2 mois, une jeune dame vraiment très posée sur la photo et tout. Et son premier contact avec moi, ça a été bonjour maman. I was like, wow, elle est polie. Parce qu'il y en a, c'est les hi ou bien salut. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne viens pas avec des saluts. Ouais. Ça, c'est pour commencer. Donc, la jeune dame, vraiment, son apparence m'a vraiment touchée. Et donc, quand elle s'est adressée à moi le matin, bonjour maman. Donc, je lui ai dit bonjour, comment tu vas et tout. Et j'ai vaqué mes occupations de la journée. Maintenant, vers minuit de chez moi ici, je commence à recevoir des textes. C'est là où elle me parle de tous ses problèmes et tout. J'étais choquée. Sincèrement, M. Alabi, j'étais choquée. Parce que je ne m'attendais pas à ça de sa part. Donc, et maintenant, je vais parler justement de ce qui se passe. Quand des fois, ils vous envoient un texte, ils s'attendent à ce que tu envoies l'argent sur le champ. Je voudrais qu'on parle de ça. Parce que la jeune dame, par exemple, elle a commencé ce texte à minuit. Elle est dans, je ne vais pas dire le pays, en Afrique. Donc, sûrement que c'était le matin chez eux. Et elle est là, assise, elle attend que je lui réponde et que je lui envoie l'argent sur le champ. Minuit de chez moi ici. Je suis en train de m'apprêter et tout. C'est vrai que je suis au lit, mais je continue à travailler sur mon laptop par rapport à mon business. Et je vois ces messages qui viennent. Tu es là, maman? Vous êtes là, maman? Oui, j'attends votre réponse. Parlons un peu de cela. Parce que, OK, tu appelles quelqu'un pour te donner de l'argent et tu mets maintenant toi, tes conditions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu Du coup, je prends l'exemple de la pandémie qu'on vient de connaître, qu'on connaît toujours. Donc, du coup, pendant le confinement, j'ai eu des exemples comme ça pendant le confinement où tout le monde est assis à la maison, personne ne bouge, surtout aux États-Unis ici. Moi, je suis dans mon appartement, je suis ici au 40e, je suis là carrément, je ne bouge pas. Et pendant 4 ou 5 mois, je ne descends pas parce que le pays est complètement ce qu'on appelle le lockdown. On était carrément dans le confinement. Et pendant que tu es dans ton confinement, il y a des personnes effectivement qui t'envoient des messages en cousins, cousines, qui t'envoient des messages parce que elles ont besoin de human hair, mesh, mesh humain, c'est human hair. Oui. Elles ont besoin de human hair pour un mariage, ou elles vont à un mariage, elles ont besoin de human hair pour pouvoir. Et je demande, OK, j'ai cru que c'est le truc, parce que c'est des cousines, donc je me dis, OK, c'est combien ces trucs-là? Et quand on me dit le prix, je dis, mais Joe, moi, je ne suis pas descendu, je suis ici, je ne suis pas descendu. Au moins 5 mois, je ne descends pas à cause du confinement. OK, on me fait livrer tout carrément. Donc, je ne descends pas. Donc, du coup, on ne bosse pas, personne. Et toi, tu me demandes 150 000 pourquoi t'acheter des human hair. Ah, facile. Et moi, j'ai trouvé ça tellement facile. Moi, je n'ai même pas répondu. J'ai répondu seulement, ah ouais? Ah, d'accord. Bloc. Et non, je te bloque partout. Et ces personnes, quand moi, je bloque, d'abord, ils se foutent de ma gueule. On est dans le confinement, on est au milieu d'une pandémie. Et tu m'envoies, donc, du coup, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et généralement, moi, je les bloque. Je les bloque, je ne perds pas le temps. Comme on le dit à Abidjan, je ne dors pas dans mauvais rêves, je ne dure pas dans mauvais rêves. Je les bloque parce que ça ne va pas me lever. Si c'était le truc, si tu m'appelais,
et on parle d'entrepreneuriat. On parle d'entrepreneuriat et tu me parles de projet. OK? Et pour moi, c'est très important parce que je sais que, par exemple, je donne un exemple. Dans le cas, le PIB de la Côte d'Ivoire est à 61 milliards, 61 milliards, OK, de dollars, le PIB de la Côte d'Ivoire en 2020. Ça, c'est selon la Banque mondiale. PIB 2020. À Abidjan, il y a 5 millions d'habitants. OK, en 2020, en 2021, il y a 5 millions d'habitants. Donc, la population augmente de 2,92% chaque année en Côte d'Ivoire. Surtout à Abidjan, la population augmente de 2,92% chaque année à Abidjan. Donc, actuellement, on est à 5 millions, 5 millions 200, 5 millions 300. OK, tout ça, c'est selon la Banque mondiale. Donc, si tu dois m'approcher, approche-moi. On sait qu'il y a du fric à Côte d'Ivoire. Il y a de l'argent en Côte d'Ivoire. Si tu dois m'approcher, ne m'approche pas avec des trucs qui ne vont pas durer. Approche-moi avec un projet où on pourra discuter de ce projet, comment tu pourras te faire du fric. OK? Parce qu'on parle de développement durable, n'est-ce pas? Et quand on parle de développement durable, on parle du confort de l'homme en réalité. Donc, l'objectif de libéralisme, de façon générale, est pour que l'on soit plus libre. Donc, moins d'intervention. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est quoi? L'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat est la solution de nos chômages. Si tu m'appelles, ne m'appelle pas avec des problèmes qui ne sont des solutions qui ne sont pas durables. Appelle-moi des trucs qui pourront régler un développement durable de tout ce qu'on veut faire. Parle-moi d'entrepreneuriat, on va en discuter et je vais voir comment je peux t'aider, comment on peut construire ensemble et pour pouvoir monter une entreprise. Tu vois un peu? Et c'est pourquoi je suis fatigué avec cette personne-là. Quand on m'appelle, c'est ça la raison pour laquelle je bloque les gens aussi facilement. Si tu veux m'appeler, appelle-moi pour une histoire d'entrepreneuriat. Et moi, je vais te coacher parce que c'est ce que je fais, je vais te coacher. On va monter une entreprise ensemble, t'aider vis-à-vis de ton entreprise. C'est comme ça que je vois la chose. Tu vois? Parce que de nos jours, le problème, c'est que déjà, quand on fait Boigny vivait, je parle de la Côte d'Ivoire, surtout que je connais, hein. Déjà, quand on fait Boigny vivait déjà, c'était déjà dur pour tout le monde. Okay? Et 20 ans, presque 30 ans après, c'est toujours dur. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque maintenant, c'est la facilité chez nos jeunes. Okay? Avec l'arrivée de la cybercriminalité, ce qu'on appelle le brouteur en cybercriminalité, le brouteur, et il y a la prostitution déguisée. Donc, tu vois, donc, toute cette facilité-là, les gens voient toutes ces facilités-là. Donc, du coup, ils sautent là-dessus. Et comme je dis généralement aux jeunes, Satan ouvre la voie la plus rapide à certaines personnes et ferme la voie et ouvre la voie la plus sûre à ceux qui travaillent dur. Ceux qui veulent la facilité, Satan leur ouvre la voie la plus rapide. Allez, vas-y. Mais ceux qui travaillent dur, Dieu leur ouvre les portes les plus sûres. Tu vois, c'est une histoire de patience vis-à-vis de ton entreprise que tu es en train de monter. C'est soit tu veux être patient et puis y arriver, ou tu veux prendre la voie la plus facile que Satan t'ouvre. Donc, du coup, tu rentres dans la prostitution. À Abidjan, on a ce qu'on appelle le busy, qui est de la prostitution déguisée. Il y a la cybercriminalité. Donc, plein de petits trucs comme ça. Et pour moi, la solution de tout ça, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat, former les jeunes afin que les jeunes puissent être confortables, you know? Et il faut que l'on s'inscrive dans une initiative de création d'entreprise. Un peu, dont l'importance de cette formation entrepreneuriale-là. On a des ministères en Côte d'Ivoire, dont le jeune ministre Mamadou Touré, qui actuellement offre des opportunités à tous ceux qui veulent s'inscrire dans l'entrepreneuriat, où on crée non seulement des showrooms, mais on crée aussi des séminaires pour ceux qui veulent s'inscrire dans l'entrepreneuriat. Mais les jeunes, malheureusement, nos jeunes ne veulent pas ça. Ils veulent ce qui est beaucoup plus facile. Ils veulent s'asseoir et avoir 5 millions, avoir 3 millions sans toutefois travailler. Tu vois un peu. Et moi, tout ça, ça m'emmerde. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, chaque fois l'on me pose une question, et on me dit, OK, grand frère, je veux te voir.
J'ai dit, mais passe à la maison. Et quand tu passes à la maison, la première des choses, si tu me parles d'argent, on ne va pas s'entendre. Mais si tu me parles de, tu veux créer une entreprise, voilà. OK, j'ai dit, d'accord, voilà, c'est quoi mon retour, my return on investment? Tu me parles de ça, on pourra travailler ensemble. Au lieu de t'asseoir, me dire que tu as besoin de 5 000, mais tu as besoin de 15 000. Tu vois? Mon jardinier à Abidjan, il a quoi? Mon jardinier, il a 15 000 francs chacun de mois. Et c'est un jeune du quartier qui fait tout, qui va dans toutes les résidences du quartier, qui taille les herbes de tout le monde à 15 000 francs. Mais ce jeune-là, il peut se permettre de s'asseoir dans un maquis et puis en train de boire. Toi, tu n'as rien, tu fais rien. Et ce jeune-là, il a 15 000. Tu imagines, il a 15 000 francs par mois. Moi, de mon côté, seulement, de moi, ma résidence seulement. Imagine toutes les résidences aux alentours. Tu vois un peu. Et maintenant, quand tu regardes ça, tu le vois en train de suer, tu le vois dans son t-shirt, dans son short, en train de suer, en train de couper ces herbes-là. Et tu vois quelqu'un d'autre qui ne fait rien, qui vient s'asseoir et te demander 15 000, 20 000, disons même 100 000, 200 000 francs. Tu te dis, il y a tout, bref, vas-y, désolé. Hein. Non, je suis vraiment contente que vous ayez parlé de beaucoup de points parce que justement, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Certaines réalités que j'ai observées et comme je le dis, qui me sont arrivées. Ils viennent vers toi pour te parler, OK, je vais entreprendre quelque chose. Maintenant, quand tu leur parles, tu leur poses la question, combien ça va coûter? Vous parlez juste de 50 000. J'ai eu des cas où on me parle de 5 millions. 4-5 millions. Et la personne s'attend, c'est des jeunes hein, qui sont bien portants, qui n'ont aucune maladie, et des jeunes de l'église qui ne me connaissent pas et qui m'ont fait ces demandes-là. Maintenant, par rapport à cette demande-là, ça va coûter 5 millions. Quelle est leur part d'apport? Zéro. Il y a un problème déjà quelque part. Parce que vous avez parlé de cela. OK, c'est toi qui as cette idée de business et tout, mais tu ne peux pas avoir une idée de business et ne pas avoir un fonds pour commencer. Quand les gens me disent qu'en Afrique, il n'y a pas de travail, vous venez juste de dire quelque chose qui est très important. Ce jeune homme qui vient couper votre gazon. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, je parlais avec maman, qui est à Bamako, et elle me parlait de son gardien. Et elle m'a dit qu'il est en retard et tout. J'ai dit, ah, tu as eu un nouveau gardien? Elle dit, oui. J'ai dit, il est comment? Elle dit, bon, c'est un étudiant. Il va à l'école à l'université et il est en train de faire son diplôme dans la langue anglaise. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait tiquer. Donc, j'ai commencé à lui poser des questions. Elle me dit, oui, la première fois que le jeune homme est venu, il y a 2 jours, il est venu avec ses livres et il lui a demandé si ça ne la dérangeait pas qu'il étudie. Donc, ça a fait qu'au bout de quelques semaines, j'ai appelé maman, je lui ai dit, écoute, je vais parler à ton gardien. Et avant de parler avec lui, j'ai envoyé des sous à la maman et j'ai ajouté, je pense que c'était 40 000. J'ai dit, donne ça au gardien. Elle dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, je vais l'encourager. Je vais l'encourager. Peut-être un jour, je vais l'inviter sur le plateau. Et donc, quand la maman lui a donné de l'argent, il était dépassé. Il était vraiment dépassé parce que la compagnie même de gardiennage le paye 50 000. 50 000 ou 60 000. Avec 40 000 comme ça. Donc, le lendemain, je l'ai appelé et j'ai parlé avec lui. Je l'ai encouragé. Je lui ai dit, tu sais, je veux que tu ne me connais pas. Je te donne cet argent-là pour que tu fasses quelque chose à côté. Mais vraiment, continue sur le chemin sur lequel tu es. Parce que quand tu vois des jeunes comme ça, vous en avez parlé, il faut les encourager. Ouais. Il faut les encourager comparé aux autres qui sont assis, qui ne veulent rien faire et qui s'attendent à ce que toi, qui ne connaissent pas, investir 4-5 millions dans un business qui n'a ni queue ni tête. Maintenant, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il y en a qui viennent, ils te parlent de leur projet, tu leur avances l'argent et tu te rends compte qu'ils ont utilisé ça pour autre chose. Ouais. Donc, je voudrais qu'on parle de ça aussi. Parce que... Ouais, c'est dommage parce que il y a, par exemple, il y a quelques jours, déjà en Côte d'Ivoire, il y a l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire qui avait appelé à une formation où ils demandaient à former plus de 5 000 jeunes. OK? Et ils font ça dans la sous-préfecture, non loin de San Pedro. San Pedro, c'est une de nos villes à Abidjan. Oui, je connais. Voilà, donc on a
c'est dans la région de Gabiadji, dans la sous-préfecture de Gabiadji, non loin de San Pedro. OK? Donc, il y a cette association des professionnels du caoutchouc là, qui a invité à peu près 5 000 jeunes à former 5 000 jeunes dans le saignage de l'EVA. Il y a seulement 700 qui ont répondu. OK? Il y a seulement 700 qui ont répondu. Mais voilà le truc, c'est que de ces 700-là, à la fin de leur formation, la grande majorité de ces 700-là se fera entre 200 et 300 000 francs CFA en fonction de la production de la saison. Donc, entre 200 et 300 000 francs, ça, c'est le minimum qu'ils font. Ça, c'est les personnes qui font le saignage de l'EVA. Ça, c'est le minimum qu'ils font. Mais quand cette association a voulu former, il y a seulement 700 qui sont présentés il y a 2 semaines. 700 sur les 5 000 qu'ils ont demandé. C'est pour te dire quelque chose. Et le reste, les personnes qui ne sont pas présentées, c'est parce que c'est quoi? Pourquoi je dois aller chercher à me former? Et pourquoi je dois chercher à avoir seulement que 200 ou 300 000 francs par saison? Tu vois, en fonction de la production saisonnière. Donc, ils se disent, mais pourquoi je dois avoir 200? Donc, du coup, ça ne les intéressait même pas. Tu vois, mais le gouvernement fait des appels. Je ne parle pas de politique, je ne suis pas dans la politique, mais seulement quand il y a des réalités qu'on voit. Et quand je vais à Abidjan, je vois ces appels-là. Et moi-même, j'étais tenté d'aller faire ces formations-là. Et tu sais quoi? Je vais faire ces formations-là, je vais voir ce qu'il y a. Donc, du coup, je vais dans ces sous-préfectures-là et effectivement, tu vois ces jeunes-là que cette association est en train de former. Mais les jeunes de nos jours, ils ne veulent pas ça. Ils veulent ce qui est beaucoup plus facile. Moi, je me rappelle quand je travaillais à Djamé, à la gare d'Adjamé, je suis Hassan. Moi, Hassan me payait 1000 francs par jour. OK? Je travaillais du lundi jusqu'au dimanche. Et Hassan me payait 1000 francs par jour. Et moi, je n'avais pas de problème. Et 1000 francs par jour, c'était ce que j'avais besoin de ça. Tu vois? Et donc, du coup, tu t'es dit que 30 000 francs par mois, moi, j'avais besoin de ces 30 000 francs par mois. Et moi, ça me suffisait. Tu vois un peu? Donc, du coup, quand tu vois aujourd'hui qu'il y a des mecs à qui on demande, OK, viens, tu as un boulot, il y a une formation pour toi, et on va te payer entre 200 et 300 000 francs le mois, garanti. Et ces jeunes-là te disent, non, que je n'ai pas besoin de suer comme ça, je ne suis pas un esclave. Donc, ça te fait rire. Donc, quand tu prends de l'autre côté, tu vois quelqu'un qui t'appelle et qui te demande 500 000, et tu lui dis, OK, Joe, on peut te former si tu veux. Et il te dit, non, je ne suis pas prêt à être formé. Parce que moi, c'est la première des choses. Quand tu viens, tu me parles de tes problèmes, je te parle de voilà les solutions. Tu as besoin à ce qu'on te forme. On appelle le ministère. C'est vrai que tout le monde ne peut pas arriver au ministère, mais si tu as pu arriver vers moi, tu as pu rentrer en contact avec moi, c'est parce que tu sais que quelque part là-bas, je peux essayer de faire quelque chose. Ça ne me gênerait pas d'appeler notre jeune ministre Mamadou Touré, lui dire, OK, on a besoin de jeunes, on a besoin d'un groupe de jeunes, de 30 jeunes, 40 jeunes, qui ont besoin de telle formation. OK, moi, si tu viens vers moi, je te guide vers ces formations au contraire, au lieu de te donner de l'argent. Je ne te donnerai pas du poisson, mais je t'apprendrai plutôt à pêcher. À pêcher. Yeah. Merci beaucoup, Monsieur Alabi. Ça va nous amener maintenant à la prochaine question, ou plutôt la prochaine discussion. La réalité derrière ces demandes incessantes d'argent. Je pense que vous avez un peu touché à ça. Vous avez parlé des brouteurs, vous avez parlé de la prostitution, de l'argent facile, de l'argent rapide. Mais je vais aussi, en fait, ouvrir les yeux à ceux qui sont nouveaux dans ça. Parce que je pense que vous et moi, au début, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir parce que c'est avec le temps que vous vous rendez compte que, wow, il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que ces mêmes personnes qui reviennent, ils sont en fait en train de prendre avantage de la générosité, en fait, qu'on leur montre. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment parler des points communs avec toutes ces personnes qui passent leur temps à demander de l'argent. Que ce soit les membres de famille, que ce soit les amis ou les inconnus, il y a des points communs que j'ai observés, que j'ai pris le temps en fait de discuter avec plusieurs personnes. Et c'est là que, en fait, pendant les discussions, on s'est rendu compte qu'ils utilisent les mêmes techniques pour tout le monde. Certaines des techniques, c'est de genre, tu es là ou tu dors et puis tu entends ton téléphone qui vibre. Tu regardes ces photos de quelqu'un ou de quelqu'un qui se met sous une couverture, qui prend une photo. Tu es malade à l'hôpital? Je suis malade. Voilà. Okay. Tu m'envoies ta photo de ton lit, tu es malade.
En quoi ça me concerne? Il y a certains, c'est les photos de leurs factures, les ordonnances. C'est, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Et je pense même que vos cousines, elles ont vraiment été bold. Je ne sais pas comment est-ce que je dirais bold en français, mais Ils ont eu du courage, du culot. du culot. Parce qu'en fait, ça, c'est même pas du courage, c'est du culot. Ouais. Parce que et ce qui est déplorable, c'est que ces gens qui font ça, ils se limitent à des choses de leur niveau. C'est vraiment le high level qu'ils veulent. Et c'est à toi, il y en a qui te demandent des iPhones. Ah ouais. Moi, attends, moi j'utilise, et moi je peux l'acheter, mais moi j'utilise un iPhone 10 et des personnes qui m'appellent, qui me disent, OK, et mon iPhone 10, je l'ai, ça fait 4 ans, 4 à 5 ans à peu près. Et des personnes qui m'appellent, qui me demandent de leur envoyer un iPhone 12, un iPhone 12. J'ai dit, wow, OK. Et ce qui ne savent pas, c'est que et cet iPhone 12, que moi, si moi je dois acheter ça ici, facilement me coûter ici, pour eux, facilement 1 million. Tu vois, 1 million 900 000 francs. Donc, moi, j'utilise un iPhone 10. Il y a eu le 10X, il y a eu le 11, il y a eu le 11X et il y a eu le 12. Ah, mais non, non, parce que mon téléphone, il marche, il marche. Je m'en fous que ce soit nouveau, que ce soit ancien, je m'en fous. Donc, quand tu me demandes un iPhone 12, ça me fait mal. Je crois que c'est de l'insulte, en fait. En ce moment-là, je dis, ouais, tu m'insultes, tu vois. Mais vous avez un iPhone. Moi, je n'en ai même pas. Je ne vais pas les dépenser. Chacun a Moi, pour moi, je me dis, écoute, tant que je peux recevoir un appel, je peux. C'est tout. I don't care. I don't care. Des... Leur demande te laisse la bouche ouverte. C'est Ouais. ça. Donc, je veux vraiment qu'on parle de ça, c'est-à-dire l'exagération de ces demandes, l'audacité de ces demandes et surtout la fausseté. C'est surtout de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Il y a tellement de fausseté dedans. Parce qu'à un moment, tu te rends compte qu'ils mentent. C'est une technique pour juste soutirer de l'argent aux gens. Monsieur Sandé, je voudrais vraiment on parle de ça. J'ai eu des exemples où l'on me parle et on m'envoie un message, j'ai ma nièce, ou bien j'ai mon neveu qui est avec moi, qui vit avec moi à la maison, qui a besoin de médicaments, on doit lui acheter, voilà combien ces médicaments-là coûtent. Je dis d'accord, est-ce que tu as l'ordonnance? D'abord, tu m'appelles lundi, tu me dis que tu as besoin d'argent pour le médicament de ton fils ou bien de ton neveu. Je dis d'accord, est-ce que tu as l'ordonnance sur toi? Parce que si tu as l'ordonnance sur toi, et je t'enverrai en pharmacie, je t'enverrai des contacts, va chez certains amis qui sont pharmaciens avec moi, certains de mes amis qui sont pharmaciens, certaines personnes qui travaillent avec mon ONG également, qui peuvent t'assister, OK? Donc, du coup, si effectivement envoie-moi cette ordonnance à moi, je vais leur envoyer ça carrément. Ça, c'est le lundi. Je me dis, OK, d'accord, tu vas m'envoyer ça. Le mardi, tu ne m'envoies pas. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu ne m'envoies pas ça. Et donc, on est encore une semaine plus tard. OK, j'attends toujours cette ordonnance-là. Et ces personnes-là, parce que ces personnes-là ne m'envoient pas ces ordonnances-là, donc du coup, elles arrêtent de me contacter parce que j'ai demandé une ordonnance. Et je leur fais comprendre que ouais, j'ai des amis qui peuvent s'en occuper, envoie cette ordonnance-là, ils vont t'acheter tous les médicaments que tu veux. Même chose, histoire d'éducation. Ils veulent mettre leurs enfants à l'école. Je dis d'accord, si tu veux mettre l'enfant dans quelle école? Une école privée, OK. Moi, je suis allé dans une école publique, EPP Jean de la Fosse. Donc, je suis allé dans une école publique. Quand tu vas aller dans une école privée, ça coûte combien? Ça coûte 300 000. Je dis, ce n'est pas mon moyen. Si tu veux aller dans une école publique, je peux t'aider. 300 000, ce n'est pas mon moyen. Donc, chacun a ses problèmes, quoi. Donc, du coup, la première partie dont je te parlais vis-à-vis de ces médicaments-là, en ce moment-là, je constate que ah ouais, cette personne-là, franchement, voulait m'anarquer, voulait profiter de ma sensibilité pour pouvoir m'anarquer. Tu vois, tu me parles de médicaments, je te dis que je peux t'acheter ces médicaments-là, envoie-moi l'ordonnance et puis tu disparais. Donc, ça veut dire, tu voulais m'anarquer. Et on voit ça tellement que du coup, moi, je suis sur mes gardes désormais, je suis sur mes gardes. Quand quelqu'un m'approche même avec un vrai problème, je dois d'abord filtrer le problème afin de m'assurer que ce n'est pas de l'arnaque encore. Et j'ai payé le permis de conduire. J'ai donné de l'argent à certaines personnes pour payer le permis de conduire 6 à 7 fois. Et ces personnes-là, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas eu le permis de conduire. Je sais pas ça fait plus de 10 ans. Et ces personnes-là, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas de permis de conduire. Donc, tu vois, et toi, à chaque fois quand tu viens, tu dis, ouais, et l'argent que je te donne la dernière fois, ah non, j'ai eu un autre problème, et cet argent-là, j'ai utilisé ça
pour un autre, pour un autre projet, Je pour vois. gérer nos problèmes. Donc, moi, je suis désormais sur mes gardes vis-à-vis de ça parce que j'ai été trop anarqué Mhm. avec les membres de la famille, des amis, des inconnus. Donc, voilà quoi. Yeah, yeah, yeah. C'est vraiment dommage parce que une autre personne peut venir vraiment avec un besoin, Un vrai problème. voilà, un vrai problème, mais du fait que tu as été tellement arnaqué, parce que c'est vraiment le mot, hein, tu as été tellement arnaqué, tu as été dupé plusieurs fois, ça fait que tu prends vraiment du recul. Et au fur et à mesure du temps, ça peut même te rendre changer de ta nature qui est d'aider les gens. Et Mhm. ça, c'est vraiment un peu dommage. Quand vous parlez, ça me rappelait moi-même en fait, parce qu'il y a eu des moments, sincèrement, il y a, je crois, un an, où je m'étais dit, I'm done, done. On va y arriver tout à l'heure. Là, donc, pour faire vraiment le récapitulatif hein, des réalités derrière ces demandes incessantes d'argent, mes chères femmes de valeur, mes chers hommes de valeur qui nous regardez, sachez que ce n'est pas toujours la réalité de ce qu'ils vous présentent. Donc, apprenez, comme M. Sondé a dit ça tout à l'heure, à vraiment prendre le temps de sonder ces demandes-là. Et des demandes, par exemple, comme les tout avoir. Et le problème, c'est quoi même? Je pense que vous avez trouvé la solution. Hein, parce qu'il y en a même qui vont te créer des fausses ordonnances. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment, vraiment pathétique. Mais moi, je pense que à un certain niveau, il faut juste, comme vous l'avez dit, soit couper ces personnes ou prendre des décisions. Moi, je vais en arriver à ça tout à l'heure. Je vais parler de cela. Je vais maintenant qu'on parle maintenant de l'autre côté. Parce que d'un côté, on a ce groupe de personnes qui est là constamment à demander et constamment à demander à la même personne. Maintenant, parlons des réalités de ceux qui sont harcelés par ces demandes d'argent incessant. Je voudrais essayer de voir si on peut regarder une petite vidéo. J'espère que ça va me le faire. Monsieur Sondé, j'aurais besoin de votre... Allons-y. Je pense qu'en fait, j'ai l'option... De pouvoir partager, tu vois, le share screen. Oui, et j'ai l'option où vous pouvez aussi partager. Hein. Ah ouais, ok, allons-y voir sur le share screen. Mhm. Et moi, j'ai rien sur mon screen. Ah, vous ne voyez pas? Non, moi, j'ai rien. C'est Ok, je vais voir. Je vais voir quelque chose ici. Euh, Là, j'ai... Ça me montre basic, mais je ne vois pas l'option de pouvoir share la vidéo. interesting. Euh, On va toujours chercher vidéo. Non, on dirait qu'il faut que ce soit file, Microsoft. J'ai comme l'impression que ça laisse pas l'option de faire ça. Ok, je vais essayer ici. Ok, bon, je vais essayer de mon côté. Ok. Ouais, j'essaie de mon côté, puis je vais partager de mon côté, on va voir. Ok. Ok, ouais, allons-y comme ça. Share screen. Et là, vous voyez, là? Ah ah, Ok, là, je partage. parfait. Ok, maintenant, ça, c'est On dirait que c'est muted. Donc, c'est muted. Ok, je vais voilà, voir. essayez de unmute pour qu'on puisse entendre le volume. Parfait. Et Ok, derrière cette vidéo, je vais partager cette vidéo. Ben là, c'est chez moi. Ça, c'est dans la cour où je suis né à Djamé. ok. Où je suis né, j'ai grandi à Djamé. Donc, généralement, quand je vais chaque année, je passe là-bas pour, Mhm, pour dire bonjour à certaines familles. On mhm. était une cour. C'était une cour où il y avait. Vous m'entendez? Oui, vous pouvez agrandir, s'il vous plaît? Ouais, je vais.
comme ça. Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est une cour, une cour commune comme toutes les cours communes à Djamé, hein, où on a entre 15 et 25 familles et avec facilement plus de 300 enfants. Donc, on utilisait pratiquement tous les mêmes toilettes, etc., etc. Donc, voilà, je vais jouer ça. C'est une petite vidéo. Ça, c'est la dernière fois quand j'y étais il y a 2 mois à peu près. OK. On n'entend pas le volume. Vous pouvez essayer de ramener au départ, s'il vous plaît. OK. OK, là, je remets au départ. Et là, Voilà. j'étais ici. Voilà, là, je remets ici parce que là, j'étais avec un Marie-Carême de la Guadeloupe, OK? Donc, qui faisait son reportage. Donc, OK. allons-y. Pourtant, le volume jouait tout à l'heure, là. Mais cette C'est bizarre. Comment t'allais comme ça? Même si on n'entend pas le volume, Sunday, vous pouvez expliquer un peu? OK, donc, du coup, là, ce que je disais, là, je suis en train de leur expliquer. Là, je suis en train de montrer. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Voilà. Donc, du coup, là, je suis en train de leur montrer la cour. Là, c'était les toilettes. Vous avez vu l'autre côté, c'était les toilettes. Et ça, c'était certaines personnes qui sont toujours restées dans la même cour. Et ouais, là, on partageait tout ça. Et puis, on s'asseyait, on mangeait tous ensemble. Tu vas chez le voisin, quand tu as faim, tu vas chez le voisin, tu frappes à la porte du voisin. Déjà, même la voisine, même quand elle voit que tu ne manges pas, la voisine même te nourrit. L'autre côté, la personne que vous voyez, l'autre côté, le photographe, le vidéo, c'est Stéphane de Télé Guadeloupe, voilà, qui est en train de filmer, qui fait pendant ses reportages. Voilà, Stéphane qui est à droite là. OK. Donc, Stéphane est de New York City. Donc, ils sont venus avec moi en Afrique. Celui-ci s'appelle Lassina. Lassina, c'est un de mes amis d'enfance également. On a grandi ensemble. Il est resté toujours au quartier. Il me disait qu'il a 5 ou 4 enfants maintenant. Donc, je suis trop content de le voir également après toutes ces années-là, quoi. OK, so Lassina, il est jumeau. Et là, je suis en train de sortir de nos cours. Et là, je continue. Là, je vais dans la rue maintenant. Et donc, imaginez-vous, ma mère dormait dans la cour et nous, on dormait dehors ici. Et là, je vais vous montrer où nous, on dormait, là. Voilà. Et là, ce truc-là, c'était un lampadaire. C'est moi, j'ai fait ça il y a au moins une quarantaine d'années. J'ai cassé ça avec un métal. Et mes parents m'ont frappé quand j'ai cassé ça. Ils m'ont bien botté. Et là, c'est là, dans cette maison-là, je dors. Là, c'était ma maison d'enfance. OK. Et ça, j'ai cassé ce lampadaire-là. Mes parents m'ont tellement chipoté et que c'est resté, quoi. Donc, chaque année, je répare, je vois que ce même truc est toujours là. Ce même lampadaire-là, il est là. Ça n'a jamais été changé. Donc, c'est pour te dire que, voilà, quoi, en un seul mot. Voilà, donc là, c'est à Djamé, c'est ça. Notre rue, elle s'appelle Avenue Soula, rue Baga. Ça, c'est le nom de la rue. La rue s'appelle la rue Baga et l'avenue s'appelle Avenue Soula. Donc, ah ouais, carrément. Donc c'est le ghetto carrément, quoi. Et non, et ben, voilà. Je, Merci beaucoup, Monsieur Sunday. ouais. Je tenais à ce que vous m'avez envoyé cette vidéo il y a, je crois, une dizaine de jours. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, je pense que ceux qui sont à l'autre bout de la table, c'est-à-dire ceux qui demandent constamment l'argent, ils ont besoin de voir ça. Ils ont besoin de voir ça parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
on vous regarde, vous êtes aux États-Unis, nous sommes amis sur Facebook, donc je vois vos vidéos où vous aimez vous offrir des petits plaisirs de loisirs sur le boat et autres. Et quelqu'un va s'asseoir de l'autre côté et se dire que waouh, ce gars-là, ça dit que il a tout pour lui. Donc je vais voir comment est-ce que je peux le brouter. Je vais voir comment est-ce que je peux lui créer des problèmes. Je vais voir comment est-ce que je peux lui soutirer de l'argent sans pour autant connaître votre histoire. Ouais, ouais. Et c'est là où je vais parler justement des réalités de ceux qui sont harcelés par ces demandes d'argent. Parlez-nous un peu, ça c'est vous nous avez montré votre enfance. De votre enfance, je pense que vous m'avez dit que vous êtes allé en Europe. Comment est-ce que vous êtes arrivé à financer votre voyage en Europe? OK, il y a d'abord ce qu'on appelle la ténacité. Hein. J'ai été rapatrié 3 fois. Hein. J'ai été rapatrié 3 fois, c'est la troisième fois. Mais j'ai été rapatrié 2 fois, la troisième fois quand j'ai essayé encore, que je suis rentré. Et je vais profiter même ici hein, de votre émission pour dire merci à André Billet, parce que André Billet, la deuxième fois, quand on m'a rapatrié, je suis allé me cacher chez André Billet, qui était mon ami d'enfance. André Billet, il habitait à Bobo, qui est un des quartiers d'Abidjan. Je suis allé me cacher chez André parce qu'on venait de me rapatrier. J'avais tellement honte, je ne voulais pas retourner au quartier. Je ne voulais pas retourner à Djamé, je suis allé me cacher chez André. Et puis, je suis resté chez André pendant quelques semaines. Et André, qui était je crois, à l'école de police à l'époque, on avait 20 ans, 21, 20 ans, 19 et 20 ans à peu près. André, il était à l'école de police. Donc, André, mais aujourd'hui, ça va chez lui. Hein. Donc, à l'époque, André il était à l'école de police. Donc, je suis allé me cacher chez André à Bobo et passer quelques semaines là-bas parce que j'avais honte d'arriver à Djamé. Et puis après ça, dans ça aussi, je suis réparti encore. J'ai continué à bosser également, encore, parce que je travaillais chez les Libanais à la gare routière d'Adjamé, toujours devant le cinéma en Roxy. Je travaillais dans le quartier, dans cette zone-là, un peu en haut du marché d'Ouro, à Djamé. Donc, je connais Adjamé, je connais ma ville, c'est mon quartier. Donc, je travaillais là-bas. Et à l'époque, on me payait seulement que 1 000 francs par jour. OK? Mais dans ça, j'ai réussi à faire quelques économies et j'ai fait mes économies et puis j'ai présenté mes économies à mes sœurs qui étaient en Europe. Et je leur ai dit, voilà, on m'a rapatrié plusieurs fois. Je suis revenu encore, j'ai fait d'autres économies encore. Voilà mes économies. Si vous ne m'aidez pas, je vais essayer encore et peut-être qu'ils vont me rapatrier encore, mais je vais essayer encore. Et mes sœurs ont vu cette ténacité parce que mes sœurs savaient qu'on me rapatriait. Cette fois qu'on me rapatriait, elles savaient. Donc, elles ont vu que j'allais essayer encore parce que non, je n'allais pas. Parce que le truc, c'est quoi? J'avais déjà 2 enfants et je voulais tout faire pour pouvoir m'occuper de mes 2 enfants. Okay? Je voulais tout faire pour pouvoir m'occuper de mes 2 enfants, Stéphanie et Juliana. Donc, il y avait aucun sacrifice n'était assez énorme pour pouvoir quitter l'Afrique et m'assurer que mes enfants avaient ce qu'elles voulaient. Donc, c'est ce que j'ai fait, continuer à bosser pendant que je bossais chez les Libanais, m'occuper de mes enfants en même temps. Et puis, trouver un autre moyen, présenter mes petites économies à mes sœurs. Et l'ultimatum que je leur ai donné, c'est soit vous m'aidez, soit je vais essayer encore. Et cette fois-ci, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais essayer encore une 4e fois, une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais essayer. Les sœurs, en ce moment, elles ont vu que, tu sais quoi, qu'on le veuille ou non, il va essayer, et peut-être qu'ils vont le rapatrier. Donc, pourquoi ne pas essayer de l'aider en bonne et due forme? Et en ce moment-là, mes sœurs m'ont aidé financièrement. Elles m'ont complété. Et j'ai refait le visa. Et finalement, je suis parti de l'Afrique et je suis arrivé en Europe. Où tout a commencé. Je suis resté en Europe pendant quelques temps. Hollande, Paris, en Hollande et à Amsterdam. Et puis, à la fin, entre aux États-Unis. Avant d'arriver, de parler de maintenant votre vie aux États-Unis ici, je vais juste ajouter à ce que vous avez dit. Hein. Comme j'avais parlé de ça, j'ai vu beaucoup de jeunes en Afrique qui vous approchent et ils s'attendent à ce que vous financez leur départ.
Moi, c'est des choses, ça m'étonne sincèrement parce que de par mon éducation, c'est le genre, tu ne peux même pas t'amuser à amener même un bonbon de dehors parce que tu vas te justifier où est-ce que tu as ici. Donc, ça, c'est les vérités. Je pense qu'on va parler de ça tout à l'heure. Mais dans mon contexte à moi, un peu comme pour vous, je n'ai pas eu de parents qui m'a financé pour venir aux États-Unis. J'ai travaillé et 3, 4 boulots en Afrique, hein, en tant que jeune dame africaine à l'époque. On est en train de parler il y a 20 ans de ça. Et j'ai économisé petit à petit jusqu'à ce que je puisse arriver aux États-Unis. Donc, quand je vois des jeunes qui sont assis et qui s'attendent à ce qu'on leur serve tout sur un plateau d'argent, ça dépasse en fait ma compréhension. Vous avez parlé du fait que vous travaillez chez les Libanais. Je peux vous assurer, hein, si vous avez la volonté, Dieu fera en sorte toujours de mettre quelque chose ou des gens devant vous pour vous aider. On commence d'abord par vous. Vous avez parlé de votre ténacité. Vous avez parlé de votre endurance. Vous avez parlé du fait que you are a go-getter. Vous ne vous êtes pas assis simplement et vous attendez face pour vous. Bien vrai que vous êtes des sœurs en Europe, mais vous grouillez vous-même. Vous travaillez avec les Libanais. Quelqu'un d'autre va se dire, mais 1000 francs, je vais faire quoi avec 1000 francs? Mais vous n'avez pas look down, c'est-à-dire Négligé. voilà, négliger ou regarder avec mépris ces 1000 francs CFA. Non. Vous avez commencé quelque part. Et ça a maintenant motivé vos sœurs plus tard à se dire que, waouh, voilà quelqu'un qu'il faut aider. C'est vraiment en fait aussi l'objectif de ce débat d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ça peut offenser, ça peut faire mal, mais il faut que ces gens-là comprennent que rien ne va être donné sur un plateau d'argent. Non. It's not gonna happen. Non, never. Voilà. Et vous avez parlé maintenant de l'Europe. Parlons un peu maintenant de votre vie ici aux États-Unis, parce que là aussi, je sais que le dimanche passé, quand on a parlé, vous m'avez parlé de vos débuts qui étaient très difficiles. Est-ce que vous pouvez nous en parler sur ce plateau? Ah, les débuts, hein, comme toute personne qui arrive aux États-Unis, et je ne vais pas, je vais pas parler du côté souffrance, mais seulement je vais parler plutôt du côté on était obligé. Et pendant plus de pendant plus de 5 ou 6 ans, par exemple, pendant plus de 5 ans, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a appelé pour me dire Joyeux Noël, bonne heureuse année. Parce que en ce moment-là, pendant la Noël, pendant la nouvelle année, moi, j'étais toujours en train de laver les assiettes. J'étais plongeur. Je ne sais pas, c'est comme ça dit, dishwasher. Yeah. Voilà, voilà. J'avais pas de papier, j'étais plongeur. Donc, du coup, j'étais plongeur dans la même boîte, j'étais plongeur. C'était ce qu'on appelle le bathroom attendant. Bathroom attendant, quand tu rentres dans les toilettes, les personnes qui sont arrêtées, qui te mettent les parfums aux mains, qui te mettent les parfums aux mains, etc. Donc, j'étais bathroom attendant et puis j'étais plongeur en même temps. OK? Donc, je suis resté dans cette boîte. Et en parenthèse, pendant que j'étais en bathroom attendant, quand je travaillais dans ces toilettes-là, en train de nettoyer les toilettes, puis il y a Ricky Martin, le chanteur Ricky Martin à l'époque, qui m'a donné $50. Et ça, j'ai jamais oublié ça parce que quand il est arrivé, il a fini de faire ses toilettes. Quand il avait la main, j'ouvre l'eau, je mélange l'eau tiède, chaude et froide, je mélange l'eau un peu tiède, je donne le savon. Quand il finit, je donne une pommade et puis je lui donne un parfum, je mets le parfum sur sa main. Et il était tellement content de ce service-là. J'avais reconnu, c'est que c'était Ricky Martin. Donc, du coup, il fallait faire un peu plus. Donc, je lui ai donné du savon, il nettoyait la main, tout. Quand il partait, le mec, il a enlevé son portefeuille, 2 billets de 20 et un billet de 10, il me donne $50. Le mec, il m'a donné $50. À l'époque, moi, je touchais, en semaine, je touchais $150 en semaine. Yeah. OK? Parce que je travaillais au noir carrément. Donc, on me donnait $150 par semaine. Donc, le mec, il me donne $50 d'un seul coup. Maintenant, là, ma journée était gagnée, là. Donc, du coup, ces $50-là, j'envoyais ça carrément à mes enfants par Western Union, j'envoyais ça à mes enfants à Abidjan.
tu vois. Et ça, c'est produit, ces côtés-là, je ne vais pas rentrer plus en détail dans ce qui se passait, mais c'était dur. Ces périodes-là, c'était dur. Et dans ce même moment-là aussi, tu avais des personnes qui t'appelaient pour te demander de l'argent. Toi, tu touches $150 par semaine. Des personnes en Afrique qui t'exposent des problèmes de $500, $600. Et toi, tu touches $150 par semaine. Donc, et quand tu leur dis non que tu n'as pas, ces personnes-là commencent à te juger et on te fait comprendre que la vie est un cercle. C'est depuis lors que j'avais commencé à les bloquer. Ah ouais, c'est depuis lors que j'avais commencé à les bloquer. Quand je vois que tu veux pas me comprendre, mais tu ne me comprends pas parce que je suis aux États-Unis, ah non, je te bloque. Et depuis là, j'avais commencé à les bloquer. J'avais commencé à bloquer les amis, cousins, cousines. J'avais commencé à bloquer tout le monde. Tu vois? Voilà, et jusque-là. Donc, certains ne comprendront pas que c'est vrai, ils te voient sur ton bateau, tranquille, ils te voient dans de belles caisses. Ils te voient comme ça. Mais ils ne savent pas que tu as mis facilement plus de 15 ans avant d'avoir tes papiers. Tu as travaillé au moins pendant plus de 15 ans, tu as souffert toutes ces années-là. Ils ne voient pas tout ça, tu vois. Mais on peut pas leur montrer tout ça. Ils voient ce qu'ils voient aujourd'hui, mais ils ne voudront pas vivre ce que tu as vécu à l'époque. Tu vois, ils veulent vivre ce que tu vis aujourd'hui. Mais ce que tu as vécu à l'époque, personne ne voudrait vivre comme ça. Parce que toi, même si on te demandait de revivre ça, tu dirais non, parce que ça fait tellement mal. Et donc, ces personnes aujourd'hui qui te voient, et tu leur dis que tu leur donnes la moitié de ce que tu as vécu, et ils ne vont pas vivre ça. Tu vois, ils veulent ce que tu as aujourd'hui, mais sans toutefois savoir ce que tu as vécu dans le passé. Et justement, M. Sunday, c'est pour ça que ce genre de plateau est nécessaire, ce genre de plateforme comme le talk show de leadership excellence pour femmes par femme est nécessaire parce que c'est vraiment un plateau où on vient et on parle des vérités. Ce n'est pas pour cacher quoi que ce soit, mais on se dit les vérités. Et là, ça nous amène pratiquement vers la fin. On va parler des vérités nécessaires pour la survie des relations avec les membres de famille, avec les amis et avec les étrangers. Justement, vous avez dit à cœur traversé. Moi, ceux qui me suivent un peu connaissent un peu mon histoire. Je suis arrivée aux États-Unis avec $300. Non pas que je n'avais pas les moyens, mais quand mes parents se sont séparés et tout, j'étais la seule qui travaillait. Je me suis retrouvée chef de famille à m'occuper de ma mère, mes frères et sœurs. Et donc, le temps que je puisse laisser plusieurs mois de loyer à ma maman, la popote et tout, et prendre le billet, tenez-vous bien, jusqu'à une semaine avant mon départ, je n'avais pas l'argent de mon billet, au complet. Et je me rappelle que le jour où j'ai eu mon visa, à cause de justement du sacrifice que j'ai voulu faire de m'occuper de ma mère et mes frères et sœurs, je n'ai jamais eu une voiture. Donc les gens me voyaient, je faisais partie du Rotary et tout ça, mais je prenais les baka, les duruduruni. Et donc, tout ce temps où j'ai travaillé, j'ai fait un choix. Je me suis dit, écoute, je vais m'occuper de ma famille. Donc, moi-même, je ne vous cache pas, il y a beaucoup de mes tenues, mes tailleurs autres que j'achetais en fait en layaway. J'avais des amis qui faisaient des business. Donc, quand ils amènent les tailleurs, je prends et je paye petit à petit. Ou carrément, je m'habillais dans les... Je savais choisir la bonne qualité. Et justement, à cause de cette grâce-là sur ma vie, quand je m'habille avec la friperie, les gens me posaient la question. Waouh, t'as eu où et tout. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire que les gens comprennent que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait des sacrifices. Et parce que justement, nous avons souffert, ça fait que ça donne vraiment un cœur pour pouvoir aider les autres. Mais le fait qu'on ait pris, en fait, les gens prennent avantage de ça, c'est nécessaire que nous nous disions certaines vérités aujourd'hui. Je pense que dimanche, vous avez parlé de quelque chose. Je sais que je vous suivais, je suis un peu vos activités. Vous avez une ONG, vous en avez légèrement parlé. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à créer cette ONG? Est-ce que vous pouvez nous en parler? En un seul mot, euh, vu mon background, et comme vous le voyez, hein, comme je le montrais dans la vidéo, chaque fois quand je vais à Abidjan, je retourne, je retourne à Djamé, je retourne dans mon quartier d'enfance. Il y a toute la grande commune d'Adjamé
que je visite assez souvent quand je retourne. OK? Et, quand j'avais ça, quelques années après, quand j'ai commencé à aller à Abidjan, et chaque fois que j'arrivais à Abidjan, et je demande après telle personne, on me dit, ah, il est décédé. Comment ça? Je dis, mais, et l'autre, on dit, ouais, lui aussi, il est décédé. Donc, je dis, comment il est décédé? On me dit, non, il est décédé en essayant de traverser, il est mort dans la Méditerranée. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, c'était un phénomène qui était assez nouveau en Afrique. Et il est mort dans la Méditerranée, il s'est traversé. Et l'année suivante, je répare, et on me dit l'autre aussi. On appelle Mohamed, on dit Mohamed, il est mort en Libye. Soit il est mort en Libye ou il est mort en traversant. Donc, on ne sait pas, mais il est mort quelque part. Et on l'a enterré où on dit non, on ne trouve pas son corps. Donc, quand tu entends ça tellement, et tu te rappelles que l'année d'avant, quand tu étais venu, tu as vu Mohamed qui avait sa petite boutique. Il avait sa petite boutique, il avait ses enfants avec lui dans sa boutique. Et on te dit non, Mohamed a vendu sa boutique à Lamine ou à Ousmane. Il a vendu sa boutique à Ousmane. Et il a payé les passeurs. Et comme ici, on les appelle coyote. Donc, il a payé les passeurs. Et les passeurs ont essayé de le faire traverser. Et ils l'ont envoyé jusqu'en Libye. En Libye, il est resté esclave. Il était esclave en Libye pendant 2 ans. Et il est mort à la suite de ça. Donc, tu commences à entendre ce genre de truc-là. Et tu regardes les enfants de Mohamed, tu dis, waouh, je vous ai vu l'année dernière. Et vous allez dans quelle école? Ils te disent, non, on ne va pas à l'école. Comment ça se fait? Mais on n'a pas payé, il n'y a personne pour payer nos fournitures. Tu dis, mais c'est quoi ça? Donc, du coup, sur le champ, tu te dis, OK, wow, this may be my call. This may be my call. OK? Donc, du coup, j'ai commencé à analyser. Quand je suis à Abidjan, quand je suis avec les potes, aujourd'hui, Dieu m'a mis dans une certaine position. Quand je suis avec les potes, on peut dépenser facilement, je ne vais pas dire le montant, mais quand je pense qu'il y a les enfants de Mohamed, il y a les enfants de Lamine, il y a les enfants de M. Diabaté qui sont là, OK? Il y a les enfants du jeune Kofi, que j'ai nommé personne aussi, du jeune Kofi qui sont là, qui n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'il n'y a personne pour leur acheter leur fourniture, il n'y a personne pour les habiller. Donc, du coup, ils ne vont pas à l'école, mais ils travaillent pour pouvoir, ils aident maman à travailler en vendant les beaux flottons, les tratras en bordure de la route pour pouvoir aider maman, parce que maman en a besoin. Tu te dis, waouh! La réalité là qui te frappe, tu te dis, OK, entre aller m'asseoir à Sydney et dépenser 500 000, qui est l'équivalent de 1000 dollars, je ne sais pas, aller dépenser 500 000 pour le week-end à Sydney et nourrir ces familles-là avec 200 000, avec 100 000 francs, nourrir ces familles-là, aider ces familles-là, ça va aider ces familles-là pour toute une année. Tu comprends? Donc, quand tu commences à analyser ça, quand tu arrives à Abidjan, tu te dis, OK, voilà comment moi j'ai grandi. Donc, sur le champ, je dois pouvoir give back. Je dois pouvoir give back. Donc, commencer à monter, commencer à approcher cette famille-là, commencer à aider les enfants de ses amis qui sont décédés, commencer à aider ça, à commencer à les aider. Et plus tu les aides, plus tu vois que le besoin y est. Tu vois que d'autres familles, même qui sont là, qui n'ont pas perdu de membres de leur famille, te disent, tu sais quoi, j'ai envie de partir aussi. Moi aussi, je vais vendre ce que je veux partir également. Donc, sur le champ, je me dis, OK, tu n'as pas besoin de vendre ce que tu as. Tu n'as pas besoin de vendre ton atelier de couture. On va t'aider. On va te prendre ta collection. Tu vends ça à combien tu vends ça? Je te prends toute ta collection et j'envoie ta collection aux États-Unis en partenariat avec d'autres personnes. Je te paye ta collection. Combien tu veux, je te paye ta collection et ils me donnent le prix. Je paye cette collection-là. Je reviens vendre cette collection aux États-Unis. Je les appelle encore. Je dis, OK, fais-moi une autre collection. Et je te dis mon combien ça coûte. Donc, avec plusieurs artisans comme ça, que ce soit des bijoutiers, que ce soit des tailleurs, que ce soit. Donc, commencer à travailler avec toutes ces personnes afin que ces personnes puissent aider leur famille en restant au pays. Donc, désormais, on ne plus, ah non, ça ne marche pas, business money. On disait que tu as business money. Donc, tu ne veux plus entendre ça. Donc, c'est quoi la solution? Les aider à écouler leurs affaires. Ce que je ne voulais pas faire, je ne voulais pas prendre leurs affaires, venir aux États-Unis, vendre et puis leur envoyer l'argent. J'achète toute ta collection, j'achète tout ce que tu as dans ta boutique, carrément. De A à Z, j'achète tout ce que tu as dans ta boutique. Et moi, j'envoie ça aux États-Unis et j'envoie ça en Europe. Et je vends ça.
Et toi, tu crées une autre collection. Donc, tu me donnes le prix que tu veux. Tu as toute ta collection parce que moi, je vends selon que tu me vends. Tu vois un peu? Donc, on a commencé à faire ça. Et en faisant ça, j'ai continué à voir le besoin aussi dans les écoles. J'ai commencé à approcher les écoles, les meilleures écoles de certains quartiers favorisés. Je ne vais pas nommer les écoles ici. Mais j'ai commencé à approcher les élèves et ça sur fond propre, bien sûr, aider les personnes tous les enfants de chaque classe qui ont plus de 12 de moyenne. Si tu as plus de 12 de moyenne, on va t'aider juste en classe de troisième. Je parle des élèves du primaire. Si tu as 12 de moyenne et plus, personnellement, on va t'aider, te financer chaque année jusqu'à ce que tu arrives en classe de troisième. OK? Et ça, comme je l'ai dit, c'est sur fonds propres. Donc, ça peut être fait. OK, ça peut être fait parce que quand tu commences à attendre des autres et les autres commencent à te promettre, et ça peut ne jamais arriver. Et quand certaines personnes ont commencé à voir ce que je fais, ces personnes-là m'ont approché et m'ont dit, ah, je veux aider également. Je leur ai dit, voilà, d'accord, je te confie 3 enfants, je te confie 2 enfants. Tu vas faire t'occuper de la scolarité de ces 2 enfants-là chaque année jusqu'à ce qu'ils atteignent la classe de troisième, s'ils ont 12 de moyenne. Donc, du coup, en présentant ça aux écoles, en présentant ça aux élèves, en allant dans ces écoles-là et présenter ça aux élèves, là, leur présenter ça automatiquement réveille quelque chose en eux où ils ont envie de bosser dur pour pouvoir aider leur famille. Parce qu'on leur fait comprendre que toi, tes 12 de moyenne que tu vas avoir, ce sont ces 12 de moyenne-là qui vont aider tes parents. Ce sont ces 12 de moyenne-là qui vont aider tes parents. Bon, maintenant, ceux qui arrivent en classe de troisième, ils arrivent en classe de troisième, on prend les enfants qui arrivent en classe de troisième, on les prend en charge en leur proposant, OK, c'est soit tu veux continuer, soit tu veux entrer dans l'entrepreneuriat. Et si tu veux entrer dans l'entrepreneuriat, on va t'encadrer également. Je vais faire des appels, on va t'encadrer également. Il y a des groupes dans lesquels tu pourras rentrer. Tu vois, dans ces groupes-là, un de ces groupes-là, c'est les seigneurs, les producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Tu peux entrer dans ce groupe-là, ils vont te former et tu vas te faire facilement par production 200 300 000 francs. Et là, déjà, ça pourrait aider ta famille, si tu le veux. Tu vois? Donc, c'est tout ça qui a fait que je suis entré dans ce mouvement-là pour pouvoir essayer d'aider toutes ces personnes-là et continuer d'approcher les écoles et continuer à donner des fournitures scolaires à différentes écoles vis-à-vis de leurs élèves, les élèves qui ont plus de 12 de moyenne, etc. C'est à eux généralement qu'on donne. Et puis, on a des organisations aussi où je profite ici aussi pour saluer Monsieur Kié, qui m'ont assisté avec Monsieur Kié qui m'ont assisté plusieurs fois ici, en m'aidant déjà à soutenir ces élèves-là. OK? Les élèves qui ont 12 de moyenne et plus en les aidant vis-à-vis de leur scolarité, etc., etc. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Vous avez parlé de beaucoup de choses et waouh! J'espère vraiment que aujourd'hui, qui est centré sur les demandes incessantes d'argent de la famille, des amis, d'inconnus et leurs effets, va édifier beaucoup de gens. Va édifier beaucoup de gens. Nous sommes presque dans le dernier segment de cette discussion. Je voudrais vraiment parler de certaines réalités maintenant, de certaines vérités. Je crois que vous avez un peu touché à ça. En tant que fondatrice d'une ONG, je sais que ce n'est pas facile. Et vous avez de fonds personnels. C'est des sacrifices c'est des longues heures de travail que nous faisons. Je me regarde aujourd'hui, je travaille 18 heures par jour. Donc, à 4 heures de temps de sommeil, 5 heures de temps de sommeil par jour. Et lorsque vous avez parlé de ça tout à l'heure, vous avez l'option de mener une belle vie quand vous allez, par exemple, en vacances au pays. Vous pouvez claquer l'argent comme ça, mais quand vous regardez justement de certains des enfants de vos amis d'enfance, vous choisissez délibérément d'aider. Ce qui veut dire que vous choisissez de vous priver de quelque chose qui vous fait plaisir pour aider les autres. Et c'est ce que je veux que ceux qui passent leur temps à demander de l'argent comprennent. Ce n'est pas que nous avons des milliards. Et même si quelqu'un a des milliards,
elle peut choisir de ne pas aider. Donc, c'est un choix que nous faisons. Et par rapport d'abord, commençons d'abord par les membres de famille. Il y a une vérité qu'ils doivent comprendre. À part ton père et ta mère, que tu es obligé d'aider, d'après la parole de Dieu, les frères, les sœurs, les tantes, les cousines, ce ne sont pas des obligations. Nous le faisons parce que on se dit que c'est les liens de parenté, donc il faut aider. Mais cette tendance que ces gens ont, les membres de famille ont de penser que c'est une obligation. Monsieur Sondé, quel est votre mot par rapport à ça? Parce que moi, mon mot est clair. Hein. Je ne te dois pas. Je suis désolée. Je le fais par amour, je le fais à cause du lien de famille. Mais ce n'est pas une obligation, à part mon père et ma mère. Ici, on appelle ça par signe de réciprocité que ça se fait. OK, ça se fait par signe de réciprocité. On va parler de par signe de réciprocité que ça se fait. Okay? Mais moi, par exemple, mes parents sont décédés, mais au lieu de, voilà plutôt, voilà l'approche que moi j'ai prise en entrepreneuriat. OK? Au lieu de te donner, moi, je ne te donne pas. On construit ensemble et tu gères ça pour pouvoir. On construit ensemble, on monte ça ensemble, on fait une levée de fonds pour que tu puisses démarrer ton business. Et quand tu as ton business, tu démarres ton business, tu puisses aider ta famille, ton mari, ta femme et tes enfants. Au lieu que moi, je te donne. Moi, je ne te donnerai pas. Mais je t'aiderai à monter une institution afin que tu puisses nourrir ta famille. Parce que non seulement, je ne veux pas dire que je suis obligé de te donner ou je ne suis pas obligé de te donner, mais je ne donne pas. Je te coach, tu montes ton entreprise, et tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de tes enfants, ou tu t'occupes de ta femme carrément. Au lieu de t'asseoir et attendre à ce que je te donne, moi, je ne te donnerai pas. C'est comme ça que je vois. Mes parents vivaient, mes parents étaient les seuls à qui j'allais donner, sans toutefois, parce que par signe de réciprocité, je leur dois ça. Je leur dois, les aider. Un peu, ça, c'est normal. Ils m'ont soutenu, m'ont aidé dans leurs vieux jours. Je veux continuer à les aider dans leurs vieux jours où ils ont besoin. J'ai ma belle-mère qui vit avec nous ici parce que ma belle-mère est très occupée de ma femme. Donc, du coup, aujourd'hui, on lui doit ça. On lui doit de venir aux États-Unis, aller chez le docteur, etc., etc. Elle en a besoin. Donc, si mes parents vivaient, c'est ce que j'allais faire également. Vis-à-vis des frères et sœurs, on monte une entreprise et tu gères ton entreprise, entrepreneuriat. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a ça si tu veux le faire. Au Burkina Faso, on a ça. Au Mali, on a ça si tu veux le faire. L'entrepreneuriat existe dans tous ces pays-là. Et tous les ministres, tous nos nouveaux ministres sont entre la quarantaine. Et tous nos ministres actuellement comprennent, je parle d'actuellement en 2021, ils comprennent ce que c'est que l'entrepreneuriat. Je ne te parle pas des anciens ministres, je te parle des jeunes ministres, des ministres d'aujourd'hui dans la sous-région ouest africaine. Ils comprennent, ils savent ce que c'est l'entrepreneuriat. Et il y a des organisations dans ces ministères-là qui s'occupent de ceux qui veulent qu'on les suive également. Okay? Donc, c'est comme ça que je vois. Je ne donne pas aux frères et sœurs. Je forme les frères et sœurs et afin qu'ils puissent s'occuper de leur famille. Vraiment, merci beaucoup pour cette édification. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et j'espère sincèrement que c'est un débat qui va continuer. Ceux qui vont regarder la vidéo, je voudrais vraiment que vous puissiez participer, donner vos commentaires, vos expériences et comment est-ce que vous arrivez à gérer ces pressions-là. Mais je pense que M. Sondé a parlé de cela. Il arrive un moment lorsque la pression est trop, où il faut vraiment sévrer la relation. Si tel est le cas, s'il y a moyen de sauvegarder la relation aussi, j'espère que le talk show d'aujourd'hui est un commencement qui va permettre justement aux deux parties de pouvoir s'asseoir et de dire, look, voilà, ça ne peut plus continuer, je ne peux plus t'aider. Et si tu as des projets d'entrepreneuriat, viens avec une idée, viens aussi avec ton capital et voyons comment est-ce qu'on peut travailler ensemble.
au lieu de rester toujours dans l'option de quémander, de demander et d'harceler. Vous êtes un peu comme moi. Ce que ces gens ne pas, c'est que ça fait plaisir aussi de recevoir. Hein. Ça fait plaisir de recevoir. J'avoue que quand je reçois, au début, j'avais du mal à recevoir. Et j'ai compris aussi qu'avec le temps, que c'est une bénédiction que tu ne peux pas aussi empêcher l'autre personne d'avoir. Donc, mon ONG aussi est vraiment, je ne dirais pas dans un peu dans l'obligation, mais nous avons le plaisir de pouvoir aussi vous dire que nous voulons vous accompagner un peu. C'est vrai que comment ça s'appelle? Les demandes sont beaucoup, donc on essaie vraiment d'aider à gauche et à droite. Donc, je pensais pouvoir avoir le gros chèque après, mais bon, avec des fois la logistique, ça passe pas sur le champ, mais je ferai en sorte de vous contacter et voir comment est-ce que nous pouvons contribuer à raison de 100 000 par rapport à certains des projets pour ces enfants dont vous avez parlé. Et merci. Merci oh, beaucoup. absolument. Je vais laisser aussi votre contact en haut de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés justement Voilà. pour supporter et contribuer à l'ONG de M. Sondé Alabi. Et comme il l'a dit, c'est vraiment une ONG qui est venue du fond du cœur du fait qu'il s'est rendu compte que beaucoup de ses amis d'enfance sont morts à la Méditerranée et ils ont laissé leur famille derrière. Et donc, voilà, vous êtes vraiment welcome pour aider dans ce sens. Merci. Monsieur Sandé, Et ce que je vais ajouter, voilà, je vais ajouter rapidement aussi, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux également, hein, Sandé Alabi, en Sunday, et Alabi, c'est Alaby. Vous pouvez m'envoyer des messages aussi facilement. Pour ceux qui sont en Afrique, qui sont à Abidjan surtout, on n'a pas besoin de cash. Que je sois clair, on n'a pas besoin de cash, on a besoin d'aide. OK? Ceux qui veulent déposer en fourniture scolaire, sac, tout ce dont les enfants ont besoin pour pouvoir aller à l'école, ceux qui peuvent déposer ça, ça nous fera grandement plaisir de recevoir tout ça. Vous rentrez en contact avec nous, on viendra vers vous, vous nous donnez un sac où il y a quelques fournitures, on viendra vers vous prendre ces sacs-là et puis donner ça à nos enfants. OK? La rentrée en Côte d'Ivoire, c'est la semaine prochaine. Donc, on veut s'assurer que les enfants qui vont commencer l'école cette nouvelle année-là, on veut s'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre pleinement leur entrée scolaire. OK? Voilà. Merci encore, Madame Boiré. ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine. À la prochaine. Allez, merci. Ciao. Bye bye.